Alors on va parler de la genèse du livre. Donc tous, vous connaissez tous la série qui est sur France 5, qui est sur Voyage, J'irai dormir chez vous. J'espère que vous avez tous vu J'irai dormir à Hollywood au cinéma. Voilà, qui sortira dans quelques... Et t'as vu, on n'est pas convaincu, parce que s'il avait tous vu, il y aurait eu quand même plus d'entrées. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai. Bon bref, vous pourrez vous rattraper avec le DVD qui va sortir dans 2 mois, 3 mois. Et puis, il y a ce livre, Avant d'aller dormir chez vous, qui était l'occasion de découvrir qu'est-ce qui se cache sous la chemise rouge, en quelque sorte. Et surtout dans la tête d'Antoine de Maximi, restons zen. Donc peut-être pour commencer, c'est la genèse de cette idée un peu folle de J'irai dormir chez vous. L'idée de partir tout seul avec ses petites caméras, ça vient d'où ça, Antoine? Ben, ça vient de plein de choses en fait. C'est pas une. Ça aurait été bien si je pouvais dire oui, ben, un jour j'ai pensé ça, toc. Non, c'est pas ça. Il y a plein de raisons qui m'ont poussé à faire ça. D'abord, j'avais été caméraman, réalisateur, preneur de son, présentateur, et je me disais finalement je pourrais faire un truc tout seul. Donc ça m'amusait. Ensuite, j'avais envie de m'affranchir un petit peu de toutes les pressions que je pouvais avoir parce que en fait j'étais réalisateur de documentaires avec des moyens corrects. Ça veut dire une équipe de tournage, ça veut dire des sous. Parfois on partait avec une montgolfière ou une grue, enfin des choses qui sont pas toujours dans les moyens des réalisateurs de documentaires. Mais il y avait pas mal de chaînes qui mettaient de l'argent et ça voulait dire autant de gens qui avaient des avis, qui avaient des envies et qu'il fallait contenter. Donc, en fait, plus ça allait, moi je me sentais libre. J'avais des moyens, mais on manquait d'idées plus. Donc j'avais un peu envie d'oublier ça. Et puis j'avais également envie de voir un petit peu ce que pouvait donner ce défi technique de filmer tout seul, avec des petites caméras qui existaient, mais qui n'étaient pas d'aussi bonne qualité que celles qu'on a utilisées pour le long-métrage. Qui n'existait pas vraiment d'ailleurs, parce que tu as conçu finalement avec Alors, prestataire, les petites caméras existaient, mais ce n'étaient pas des caméras haute définition comme on a utilisé pour le long métrage. Et ce qui n'existait pas et qui a été un peu nouveau, c'est de fabriquer un équipement qui permette d'avoir plusieurs caméras qui tournent simultanément avec plusieurs micros et qui me permettait, moi, de rencontrer des gens en ayant les yeux libres, les mains libres. Et donc, je suis en train de parler à quelqu'un, j'ai un truc ici, mais je le regarde dans les yeux. Donc, c'est quand même très important. Et en plus de ça, j'avais, dans les raisons encore qui ont permis d'arriver à cette idée, j'avais envie de faire des portraits de gens normaux. Parce que j'avais fait des tas de films. J'ai plongé en sous-marin à 8000 mètres, non, 6000, 5000, je sais plus, enfin, profond. Sur tes côtés marseillais, ça. Jusqu'au fond de la mer. Un endroit où il y avait... Bon, c'était pas la fosse des Mariannes, mais... quand tu pars avec des gens comme ça, c'est des gens qui sont quand même exceptionnels. Quand tu descends dans des gouffres de glace au Groenland, sur la calotte glaciaire, au bout d'un fil comme ça, dans une immense cathédrale de glace, tu es avec des gens qui sortent de l'ordinaire. Et en fait, j'avais filmé plein de gens qui sortaient de l'ordinaire et j'avais rencontré dans tous ces pays des gens qui n'étaient pas extraordinaires mais qui étaient vachement sympas, marrants. Et j'avais envie de faire des portraits de gens comme ça. J'avais envie de m'installer par exemple dans un village parce que quand j'étais en voiture, parfois sur la piste en Afrique, je voyais un joli petit village avec des gens qui étaient en train de discuter tranquillement. Je me disais, j'ai envie de m'arrêter là, j'ai envie de passer 15 jours et de faire un film. Mais ça, c'est totalement invendable. Personne n'en voulait. J'avais proposé, hein, j'avais écrit des trucs. Les chaînes n'en voulaient pas. Et puis j'avais aussi envie de filmer un moment qu'on voit jamais nulle part, ni à la télévision, ni au cinéma. C'est des vraies rencontres. Parce qu'une rencontre, en télévision ou au cinéma, ça commence par on va faire un film, est-ce que vous êtes d'accord pour être dedans? Donc évidemment, quand on fait une rencontre, elle est un petit peu moins spontanée. Alors que moi, je fais l'inverse, je filme, je rencontre et je discute après. Et je ne savais pas mais que ça allait donner des résultats aussi surprenants parce que les gens que je rencontre à chaque fois sont extrêmement naturels. Et je pense que c'est dû en grande partie à ce matériel un peu bizarre qu'on voit, mais qui en même temps n'est pas incisif comme un objectif de caméra. Parce que l'objectif, il est quand même tout petit, il n'est pas... Donc voilà, toutes ces raisons-là m'ont poussé à faire un essai d'abord au marché de Jean et ensuite au marché de Belleville, pour voir un petit peu comment j'allais être reçu. En fait, ce que tu dis dans le livre, c'est que cette émission-là, c'est aussi la concrétisation d'un fonctionnement que tu as par rapport aux gens. C'est que, en gros, tu t'es remarqué que tu avais un bon contact avec les gens. Tous les gens sont ses amis, il faut le savoir.
il retient plus ce que les gens disent que ce qu'ils sont vraiment, si j'ai bien compris, sans vouloir trop déformer, tu vas compléter. Et que finalement, cette émission-là, ça concrétise ce parti pris que tu as, qu'il n'y a pas de raison que, où que tu sois, tu peux créer un contact. Et en plus, il se matérialise comme ça spontanément, en direct, devant les caméras. Oui, ça c'est vrai. Et puis c'est dû aussi à une infirmité, c'est un peu excessif, mais je ne suis pas physionomiste du tout. Donc, très souvent, je parle à des gens sans trop savoir si je les connais ou pas. J'ai beaucoup de chance, il m'a reconnu aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, ça vient... Une fois, j'ai parlé avec un mec pendant 20 minutes. On a parlé de nos boulots respectifs, etc. Et on était là pour une projection d'un film. Donc, ça dure 52 minutes. À la fin du film, je retombe sur le même mec et je lui dis « Je te connais, je te connais. » Et il croyait que je plaisantais. Mais non, je l'avais déjà vu, mais je savais plus où. Et ben, voilà, là, je me suis dit, c'est une pathologie. Bon, en fait, c'est une pathologie qui vient un petit peu de l'enfance, puisque je crois que finalement ce fonctionnement-là, ça découle du propre fonctionnement un petit peu de tes parents. C'était très ouvert chez toi, ça circulait beaucoup, c'était un peu l'auberge espagnole. Oui, mais mes parents reconnaissent leurs amis plus facilement que moi. Non, chez nous, effectivement, il y avait beaucoup de monde, et d'ailleurs, ça fait aussi partie des raisons qui m'ont poussé à faire ça. C'est que je savais qu'on pouvait aller chez les gens assez plus facilement que ce qu'on croit. Parce que mon père ramenait souvent un mec qu'il avait rencontré dans un café ou dans la rue ou je sais pas quoi, qui était en voyage et à qui il disait viens à la maison, tu pourras poser ton sac, dors à la maison. Bon, on avait un appartement qui faisait 300 mètres carrés rue Dieu. Il n'y avait pas de meubles, donc l'outil dormait par terre. Mais c'était très... Effectivement, mes parents ouvraient très facilement leurs portes. Et je me suis dit qu'à mon tour, ça me semblait tout à fait possible de faire ça. Et ça fait partie donc de toutes ces raisons qui m'ont poussé à faire J'irai dormir chez vous, sans trop savoir ce que ça allait donner. Je peux vous garantir que quand j'ai tourné le premier épisode, déjà quand je me suis retrouvé dans ma chambre d'hôtel à Bamako, qu'il fallait monter le matériel et après sortir dans la rue, j'avais plutôt envie de rentrer. Hein. Oui, c'est ton petit côté autodidacte, tout ça. Oui, mais du coup, moi maintenant, bon, j'ai pris de l'âge, hein, c'est con. Parce que quand même, Antoine de Maximi, quand il vous dit qu'il a fait ingénieur du son, réalisateur, etc., c'est comme, imaginez, il est allé à la FNAC, il a été acheté ingénieur du son de A à Z, ouais, il l'a lu. La prise de son en 10 leçons. La prise de son en 10 leçons, ah, attends, il l'a lu, super, il y avait tout. Il s'est pointé sur un tournage, l'ingénieur du son a eu un problème, et je vais peut-être regarder quand même au cas où, et il a dépanné l'ingénieur du son quand même. Voilà, c'est comme ça que ça commence l'histoire, quoi. Et depuis, il a fait ça tout le temps, y compris avec des pilotes d'hélicoptères. Oui, c'est peut-être raconté, c'est quand même plus risqué. En fait, bonjour, est-ce que je pourrais piloter ton hélicoptère, s'il te plaît? Oui, mais en l'air, hein, c'est comme... Il était déjà en l'air. Hein, non, mais c'est comme tenir le volant sur l'autoroute, quoi. C'est pas très compliqué non plus. Mais effectivement, j'avais acheté aussi piloter en 10 leçons. C'était la même série. Je plaisante pas, hein, c'est vrai tout ça. Et je m'étais entraîné chez moi, en fait, avec un manche à balai. Puis je m'imaginais, quoi. Cet homme est fou, hein, je vous le rappelle. Je me préparais parce que, en fait, j'étais au cinéma des armées à l'époque et on faisait d'hélicoptères pratiquement toutes les semaines pour faire des prises de vue aériennes. Moi, comme j'étais ingénieur du son, j'avais rien à foutre dans l'hélico. Et parce qu'en fait, je mettais un petit micro dans l'écouteur et comme ça, j'enregistrais les conversations de tout le monde et puis c'était réglé. Et j'avais vachement envie d'essayer. Donc, j'ai lu ce bouquin et après, j'ai demandé si on pouvait me laisser piloter un jour où j'étais devant. Et finalement, il y en a un, après m'avoir engueulé au début, parce qu'il trouvait que j'insistais, m'a dit « Bon, allez, vas-y, essaye ». Alors j'étais un peu bon. Et en fait, ça s'est bien passé. Il est toujours là. Il n'y a pas eu de crash. Non, ça s'est bien passé parce que j'ai eu de la chance. Il y avait un autre hélicoptère devant nous. Et en fait, c'est très instinctif de suivre un hélicoptère, de suivre quelqu'un. Ça se fait assez naturellement. Et bon, alors après, j'ai demandé plein de fois. Il a fait la même chose avec l'avion, après, il faut le savoir. Voilà, un gros avion. Après, il a conduit, il a piloté un sous-marin. Ah oui, nucléaire, oui. Un sous-marin nucléaire. Ouais, mais là, c'est... Alors, attends, il faut quand même remettre les choses à leur place. J'aime bien le dire. Il n'y a aucun rapport avec le crash qu'il y a eu récemment entre deux sous-marins, c'est pas lui. Hein. En fait, tu te retrouves devant un écran vidéo, et puis t'as ton machin, et puis il faut laisser les lignes alignées. Je veux dire, si ça bouge, tu tires, enfin... C'est pas du travail très délicat. Hein. Tu as été pilote de montgolfière, tu as failli te cracher un petit peu d'ailleurs. J'ai failli te cracher, oui. D'ailleurs. Oui, un peu. C'est un petit peu chaud là. Mais c'est pas moi qui pilotais. C'est pas toi qui pilotais. Non, c'est dangereux la montgolfière. Enfin, c'est dangereux. C'est pas dangereux de faire de la sur une montgolfière. glacière, c'est dangereux. Mais si t'as jamais piloté, c'est chaud, effectivement. Ah oui, je vois à quoi tu fais allusion. Oui, quand l'atterrissage était un petit peu forcé. Puis que, on a effectivement développé avec Danny Cléier-Marel, qui est le pilote du radeau des Cimes. Je
sais pas si vous voyez ce que c'est, ce dirigeable qui se pose sur la forêt avec une grande plateforme pour que les chercheurs étudient. On a développé un truc qu'on a appelé la cinébule et qui est une montgolfière de prise de vue. Alors vous imaginez une enveloppe, et puis en dessous, à la place du panier, il y a une banquette. Donc tu as les pieds dans le vide. Derrière, à l'époque, il n'y en avait pas, mais maintenant, il y a un moteur qui pousse. Et puis la caméra est fixée au milieu, soit dessus, soit sous le siège. Et ça permet de faire des travelling dans des endroits complètement impossibles. Et on s'est retrouvé comme ça pour un film au Groenland. Et on a installé notre base de décollage sur un iceberg, qui est déjà un peu dangereux parce que ça casse de temps en temps, ça se retourne. Mais bon, c'est suffisamment peu fréquent pour que ça soit pas complètement de la folie. Et on a décollé, et mon truc, c'était de faire des travelling à ras de l'eau au-dessus des blocs de glace qui flottent. C'est vachement joli. D'ailleurs, ils sont très beaux. Hein. Sauf que, qu'est-ce qui nous est arrivé? Je pense que l'atterrissage a été un peu compliqué, puis que oui. Ça s'arrête pas comme ça. Non, alors on était poussé par le vent, et on avait 3 Zodiacs qui étaient là pour nous attraper si jamais on partait vers le large. Parce qu'on a 1 heure d'autonomie de gaz. Donc si on part vers le large, il faut absolument lancer une corde à un Zodiac pour qu'il nous ramène, et puis si vraiment il n'arrive pas à nous ramener, au moins nous sauver nous, quoi. Et à un moment, on a voulu se poser sur un iceberg parce que j'avais de la buée dans l'objectif, et on s'est plutôt craché. Parce qu'en fait, il n'était pas très grand et le vent nous entraînait vers le bord de l'iceberg et j'ai vu le coup, on allait tomber. Alors moi, j'avais un piolet et j'ai essayé d'arrêter la nacelle qui glissait, on était couchés, quoi. Et en fait, on s'est arrêté pas très loin du bord. Donc voilà, oui, des trucs comme ça, il m'en est arrivé quand même. Donc arrive pas mal, mais prudemment.